Au commencement du VIe siècle après Jésus-Christ, le monde connu s'était scindé en deux. L'Empire romain d'Occident, cette machine colossale qui avait dominé la Méditerranée pendant des siècles, s'était effondré sous le poids des invasions barbares. Rome, la cité éternelle, appartenait désormais aux Ostrogoths. La Gaule était aux mains des Francs. L'Hispanie était contrôlée par les Wisigoths. L'Afrique du Nord était tombée aux mains des Vandales. La carte qui jadis montrait un empire unifié affichait désormais une mosaïque de royaumes germaniques, chacun revendiquant des morceaux du cadavre romain. Mais à l'Orient, dressé au-dessus des eaux du Bosphore, Constantinople demeurait debout. La cité de Constantin, fondée 2 siècles plus tôt, était devenue le dernier rempart de la civilisation romaine. Ses murailles triples défiaient les envahisseurs. Ses églises dorées proclamaient la gloire du Christ. Ses marchés fourmillaient d'épices venues d'Inde, de soie de Chine, d'or d'Éthiopie. Ici, l'Empire romain respirait encore, palpitait encore, rêvait encore. Et c'est dans ces rues qu'un homme destiné à défier le destin vit le jour. Il s'appelait Flavius Petrus Sabatius Justinianus, mais l'histoire le connaîtrait simplement sous le nom de Justinien. Il n'était pas né dans la pourpre impériale. Ses origines étaient modestes, rurales, presque barbares. Il venait d'Illyrie, cette région montagneuse des Balkans, où les paysans parlaient latin avec un accent prononcé et où la vie était dure comme les pierres des montagnes. Son oncle, Justin, était arrivé à Constantinople des décennies plus tôt, en tant que simple soldat, illettré et sans ressources. Mais Justin possédait quelque chose de rare, une ambition tempérée par la patience. Il gravit les échelons militaires au fil de décennies de service, jusqu'à ce qu'un coup de chance extraordinaire le fasse proclamer empereur en 518 après Jésus-Christ. Justin avait plus de 60 ans lorsque la couronne fut posée sur sa tête. Il savait qu'il ne régnerait pas longtemps. C'est pourquoi il fit venir son neveu à Constantinople, l'éduqua, le prépara, le modela pour le pouvoir. Justinien reçut la meilleure instruction disponible dans le monde romain. Il étudia le droit, la théologie, l'administration, la stratégie militaire. Il apprit couramment le grec, maîtrisant ainsi la langue de l'élite constantinopolitaine, bien que son latin natal conservât toujours cet accent illyrien qui trahissait ses racines provinciales. Mais cela n'avait guère d'importance, ce qui comptait c'était sa vision. Justinien regardait l'Occident perdu et ne voyait pas des ruines, mais des promesses. Il ne voyait pas la fin de Rome, mais un empire temporairement endormi, attendant l'homme providentiel pour se réveiller. Il croyait, avec une foi inébranlable, que Dieu l'avait choisi pour restaurer la grandeur romaine. Ce n'était pas de l'arrogance vide, c'était une conviction profonde, presque religieuse. Rome ne pouvait pas mourir parce que Rome était éternelle, ordonnée par la providence divine à gouverner le monde chrétien. Les barbares qui occupaient désormais les anciennes provinces n'étaient que des intrus temporaires, des usurpateurs qui seraient balayés dès que le moment opportun viendrait. Et Justinien savait que ce moment approchait. Lorsque Justin mourut en 527 après Jésus-Christ, Justinien monta sur le trône impérial sans opposition. Il avait 45 ans, une énergie abondante et un plan audacieux, mais il ne régnerait pas seul. À ses côtés se tenait une femme qui défiait toutes les conventions de la société romaine. Elle s'appelait Théodora, et sa présence sur le trône impérial scandalisait l'aristocratie constantinopolitaine. Elle ne venait pas d'une famille noble, elle n'avait aucune lignée illustre. Son origine était encore plus humble que celle de Justinien. Théodora était née dans l'hippodrome de Constantinople, fille d'un soigneur d'ours qui divertissait les foules entre les courses de chars. La mort soudaine de son père, sa famille sombra dans la misère. Théodora et ses sœurs furent contraintes de devenir actrices, profession qui à l'époque équivalait à la prostitution. Elle jouait dans des spectacles obscènes, gagnait sa vie avec son corps, vivait en marge de la société respectable. Mais Théodora possédait quelque chose qui dépassait son origine. Une intelligence farouche, une beauté magnétique et une volonté de faire. Lorsqu'elle rencontra Justinien, alors prince héritier, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il tomba amoureux. Ce n'était pas seulement un désir physique.
Justinien reconnut en elle une âme sœur, quelqu'un d'aussi déterminé que lui, prêt à briser toutes les règles pour atteindre le pouvoir. Le mariage rencontra une résistance farouche. Les lois romaines interdisaient aux sénateurs d'épouser des actrices. L'impératrice régnante, épouse de Justin, méprisait Théodora et fit tout pour empêcher cette union. Mais à la mort de l'impératrice, la voie s'ouvrit. Justin, pressé par son neveu, modifia la loi. Le mariage eut lieu, et lorsque Justinien monta sur le trône, Théodora fut couronnée impératrice à ses côtés, non comme une simple épouse décorative, mais comme une véritable partenaire du pouvoir. L'aristocratie murmurait. On disait qu'une prostituée siégeait sur le trône de Constantin. On disait que c'était le signe de la fin des temps. Mais Théodora se moquait bien des murmures. Elle avait survécu aux ruelles les plus sordides de Constantinople. Elle avait vu l'humanité dans son état le plus dégradé. Elle savait que le pouvoir ne venait pas de la naissance, mais de la volonté. Et sa volonté était absolue. Ensemble, Justinien et Théodora formaient une alliance redoutable. Il était le visionnaire, le stratège, le rêveur qui voyait un empire restauré. Elle était l'exécutrice, la réaliste, la force qui transformait les rêves en actions concrètes. Là où il hésitait, elle décidait. Là où il montrait de la clémence, elle faisait preuve de dureté. Ils se complétaient parfaitement. Et ensemble, ils allaient entreprendre de reconstruire Rome. Peu importe combien mourrait dans le processus. L'empire que Justinien avait hérité était relativement prospère. Constantinople était la cité la plus riche du monde, carrefour commercial entre l'Occident et l'Orient. Les provinces orientales produisaient en abondance blé, vin et huile d'olive. Le trésor impérial était rempli. Les armées, bien que plus réduites qu'autrefois, étaient professionnelles et bien entraînées. Il y avait certes des problèmes. La frontière perse restait instable, exigeant une vigilance constante. Des tribus slaves pressaient le Danube. Des hérésies religieuses divisaient la chrétienté orientale. Mais rien de tout cela ne semblait insurmontable pour un homme doté de l'ambition de Justinien. Il commença à planifier. Il envoya des espions en Occident pour recueillir des informations sur les royaumes barbares. Il négocia des traités de paix avec la Perse, achetant un temps précieux avec de l'or. Il réforma l'administration impériale, la rendant plus efficace et centralisée. Et il commença à rassembler des généraux compétents, des hommes capables de mener ses légions vers les terres perdues. Le plus grand d'entre eux n'était pas encore pleinement entré en scène, mais il le ferait bientôt. Il s'appelait Bélisère, et il deviendrait le bras armé du rêve impérial. Mais avant que la reconquête ne puisse commencer, avant que les armées ne marchent vers l'Occident, Constantinople allait traverser une épreuve de feu qui faillit tout détruire. Une révolte naîtrait dans les gradins de l'hippodrome et se transformerait en le plus grand bain de sang que la cité eût jamais connu. Et ce serait Théodora, l'ancienne prostituée, qui sauverait le trône, alors que tous les autres conseillers prônaient la fuite. L'histoire de Théodora commença dans les profondeurs de la société constantinopolitaine, là où la pauvreté et le désespoir transformaient les vies en marchandises. Son père, Acacius, s'occupait des ours dans l'hippodrome, cette immense arène où 100 000 spectateurs se réunissaient pour assister aux courses de chars. À la mort subite d'Acacius, sa veuve et ses 3 filles furent laissées sans protection ni ressources. La mère de Théodora, désespérée de maintenir le revenu familial, présenta ses filles à l'hippodrome, suppliant la faction des Verts de leur permettre de poursuivre le travail de leur père. Les Verts refusèrent avec mépris. Mais la faction rivale, les Bleus, accepta. Ce moment apparemment anodin marquerait Théodora à jamais. Elle n'oublierait jamais cette humiliation et des années plus tard, devenue impératrice, elle persécuterait les Verts avec une vengeance implacable. Mais à ce moment-là, elle n'était qu'une enfant tentant de survivre. Cette survie la conduisit sur scène. Théodora devint actrice, profession méprisée dans la société romaine. Les actrices étaient considérées à peine mieux que des prostituées, et beaucoup complétaient effectivement leurs revenus par la prostitution.
Les spectacles étaient souvent obscènes, remplis de nudité et de simulations sexuelles. Théodora participait à tout cela. Des récits circulaient sur ses performances les plus scandaleuses, où elle apparaissait presque nue, couverte seulement de bandes de tissu, allongée au sol, tandis que des oies picoraient de l'orge placées sur des parties intimes de son corps. Vraies ou exagérées, ces histoires la poursuivraient toute sa vie. Pendant des années, Théodora vécut cette existence marginale. Elle voyagea en Orient en tant que courtisane d'un fonctionnaire provincial. Mais la relation se termina mal, la laissant abandonnée à Alexandrie. C'est là-bas, selon certaines sources, qu'elle vécut une expérience de conversion religieuse. Elle rencontra des ascètes chrétiens, des personnes ayant renoncé au monde, et quelque chose changea en elle. Théodora ne deviendrait jamais une sainte conventionnelle, mais elle développa une piété sincère, particulièrement envers les opprimés et les exploités. Lorsqu'elle revint à Constantinople, elle était une femme différente, toujours belle, toujours intelligente, mais désormais dotée d'un but et d'une dignité qui transcendaient son origine. C'est alors qu'elle rencontra Justinien. Les détails de leur première rencontre se sont perdus dans l'histoire, mais l'effet fut immédiat et profond. Justinien, neveu de l'empereur et héritier présomptif, fut complètement fasciné. Ce n'était pas seulement l'attraction physique. Il reconnut en elle une intelligence vive, une compréhension de la nature humaine forgée dans les rues, une force de caractère rare, même parmi la noblesse. Théodora était une survivante. Elle avait navigué dans les strates les plus basses de la société et en était ressortie non brisée, mais renforcée. Justinien, éduqué dans les palais et les bibliothèques, n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. La résistance au mariage fut intense. L'attente de Justinien, l'impératrice Euphémie, femme profondément conservatrice, fut horrifiée. Une prostituée dans le palais impérial, impensable. Elle usa de toute son influence pour bloquer l'union. Les lois romaines soutenaient sa position. Les sénateurs ne pouvaient épouser des femmes de réputation douteuse, et Justinien, en tant qu'héritier impérial, comptait certainement comme sénateur. Mais Euphémie avait un point faible. Elle était mortelle. À sa mort, en 523 après Jésus-Christ, le dernier obstacle disparut. Justin, l'empereur âgé, aimait son neveu par-dessus tout. Pressé par Justinien, il promulgua une nouvelle loi permettant aux femmes ayant abandonné leur ancienne vie de se marier avec des hommes de haut rang, à condition qu'elles manifestent du repentir. C'était manifestement une loi taillée sur mesure pour Théodora. Le mariage eut lieu peu après, probablement en 525 après Jésus-Christ. La réaction de l'aristocratie constantinopolitaine oscilla entre le choc et la répulsion. Mais Théodora ne s'inclina pas. Elle entra dans le palais impérial la tête haute et commença immédiatement à exercer son influence. Elle n'était ni passive ni décorative. Elle participait aux réunions du conseil, donnait son avis sur la politique étrangère, influençait les nominations. Lorsque Justinien monta sur le trône en 527 après Jésus-Christ, Théodora fut couronnée co-impératrice, un titre rare indiquant une autorité réelle, pas seulement symbolique. Ensemble, ils formaient un contraste fascinant. Justinien était intellectuel, parfois indécis, enclin à longuement réfléchir avant d'agir. Théodora était décidée, pragmatique, parfois brutale. Il rêvait de gloire et de restauration impériale. Elle pensait à la survie et au pouvoir. Il croyait en la bonté fondamentale de l'humanité rachetée par le Christ. Elle connaissait la cruauté et la trahison tapies au cœur des hommes. Mais ces différences les renforçaient. Justinien avait besoin de la dureté de Théodora pour mettre en œuvre ses visions grandioses. Théodora avait besoin de la légitimité et des ressources de Justinien pour échapper complètement à son passé. Ils étaient des partenaires absolus, unis non seulement par la passion, mais par une ambition partagée. La cour impériale apprit rapidement à redouter Théodora autant que, sinon plus que, l'empereur lui-même. Elle entretenait un réseau d'informateurs surveillant la loyauté des nobles. Elle punissait la trahison perçue avec une sévérité impitoyable. Les nobles qui l'avaient insultée dans le passé disparaissaient mystérieusement ou étaient ruinés financièrement.
Mais elle montrait aussi une compassion surprenante envers les plus vulnérables. Elle fonda un couvent spécial pour les prostituées, souhaitant quitter leur métier, leur offrant refuge et subsistance. Elle promulgua des lois protégeant les femmes contre la prostitution forcée et rendant plus difficile la vente de filles par leurs parents. Sa propre expérience en avait fait une défenseuse farouche des sans-pouvoirs. Théodora joua aussi un rôle crucial dans les querelles théologiques qui divisaient l'Empire. Le christianisme du VIe siècle était un champ de bataille intellectuel et politique. Les questions sur la nature du Christ, la relation entre ses natures divines et humaines, suscitaient des débats passionnés et parfois violents. Justinien, personnellement enclin à l'orthodoxie chalcédonienne, établie par le concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ, cherchait l'unité religieuse par l'uniformité doctrinale. Mais Théodora sympathisait avec les monophysites, groupe qui mettait l'accent sur l'unique nature divine du Christ. Cette divergence théologique créait une tension intéressante. Théodora protégeait des évêques monophysites au palais, parfois contre les vœux exprès de Justinien. Celui-ci le savait et le tolérait, reconnaissant peut-être que cette souplesse permettait à l'Empire de dialoguer avec des factions religieuses qui autrement se seraient complètement aliénées. C'était un jeu politique sophistiqué, où même leurs divergences conjugales servaient des objectifs stratégiques. Mais la véritable épreuve du caractère de Théodora ne viendrait que 5 ans après le couronnement de Justinien. Ce serait dans le feu de la révolte, lorsque Constantinople elle-même se soulèverait contre l'empereur, lorsque les rues seraient inondées de sang et que le palais impérial serait encerclé par des foules furieuses. À ce moment-là, alors que tous les conseillers masculins de Justinien lui conseilleraient la fuite, alors que des navires seraient prêts au port pour l'emmener en exil, ce serait Théodora, l'ancienne prostituée de l'hippodrome, qui ferait preuve du courage qui sauverait l'Empire. Janvier 532 après Jésus-Christ. Constantinople se préparait à une nouvelle journée de course à l'hippodrome. C'était le divertissement favori de la population, un spectacle unissant toutes les classes sociales. Les nobles siégeaient dans des loges luxueuses, les marchands occupaient les gradins intermédiaires, les pauvres s'entassaient dans les sections les plus hautes, tous unis par une passion transcendant le statut, l'amour des chars. Mais les courses étaient plus qu'un divertissement. Elles constituaient une soupape politique, une arène où les tensions sociales pouvaient s'exprimer sans conséquences immédiates. Les deux factions principales, les Bleus et les Verts, fonctionnaient presque comme des partis politiques. Elles avaient leurs propres milices, leurs propres chefs, leurs propres allégeances. Les Bleus représentaient traditionnellement l'orthodoxie religieuse et soutenaient l'administration impériale. Les Verts attiraient des éléments plus hétérodoxes, y compris de nombreux monophysites. Mais ces distinctions étaient floues. Ce qui comptait vraiment, c'était la rivalité tribale, la loyauté fanatique transformant les courses de chars en affaires de vie ou de mort. Justinien favorisait naturellement les Bleus. Théodora, se souvenant de son enfance où les Verts avaient rejeté sa famille, partageait ce penchant. L'administration impériale était devenue de plus en plus partiale, punissant la violence des Verts tout en ignorant les excès similaires des Bleus. Le ressentiment fermentait. Dans les jours précédant les courses de janvier, des incidents violents entre les factions avaient entraîné des arrestations. 7 hommes furent condamnés à mort, 4 Bleus et 3 Verts. Mais lors des exécutions, quelque chose tourna mal. 2 condamnés, l'un de chaque faction, tombèrent lorsque la corde se rompit. Ils réussirent à s'échapper et à trouver refuge dans une église. Les autorités encerclèrent le bâtiment, mais selon la loi chrétienne, elles ne pouvaient violer le sanctuaire. La cité bouillonnait de tension. Le 13 janvier, les courses commencèrent normalement. Justinien regardait depuis sa loge impériale, saluant la foule. Mais quelque chose était différent. Les Verts se mirent à crier des slogans, exigeant que l'empereur pardonne les 2 fugitifs. Justinien ignora. Les Bleus, étonnamment, se joignirent aux Verts. C'était sans précédent. Les 2 factions rivales s'unissaient contre l'empereur. Le slogan résonna dans tout l'hippodrome. Nika, Nika, victoire, victoire. C'était un cri de guerre.
La situation dégénéra rapidement. La foule déborda de l'hippodrome dans les rues. Elle attaqua d'abord les prisons, libérant les détenus. Puis elle incendia les bâtiments gouvernementaux. Les flammes se propagèrent. Constantinople, avec ses structures densément groupées, souvent en bois, brûlait facilement. Le feu dévora certains des édifices les plus importants de la cité. La grande église, précurseur de Sainte-Sophie, fut détruite. Les thermes de Zeuxippe, merveille architecturale, s'effondrèrent en ruines fumantes. Le Sénat fut attaqué. Des fonctionnaires impériaux furent pourchassés et tués dans les rues. Justinien était paralysé. Il tenta de négocier, offrant de destituer des fonctionnaires impopulaires, notamment son conseiller de confiance, Jean de Cappadoce. Il destitua le préfet de la cité. Il promit des réformes. Rien n'y fit. Les rebelles exigeaient désormais un changement complet de gouvernement. Ils ressuscitèrent un ancien prétendant impérial, neveu de l'empereur précédent Anastase, et tentèrent de le couronner. La révolte se transformait en coup d'État. Pendant 5 jours, Constantinople brûla. Pendant 5 jours, Justinien resta enfermé dans le grand palais, encerclé par des foules hostiles. Ses troupes étaient dispersées dans la cité, incapables de rétablir l'ordre face au nombre écrasant des insurgés. Les généraux restés fidèles n'avaient pas assez d'hommes pour lancer une contre-offensive efficace. La situation semblait désespérée. Le 5e jour, le 18 janvier, Justinien convoqua une réunion d'urgence du Conseil impérial. La salle était sombre, éclairée par des torches vacillantes, car certaines parties du palais étaient endommagées. Justinien semblait vaincu. Ses conseillers parlèrent l'un après l'autre, et le consensus était clair. La fuite. Des navires attendaient dans le port privé du palais. Ils pouvaient s'enfuir vers l'Orient, établir un gouvernement en exil, revenir une fois la situation calmée. C'était un plan sensé, rationnel. Cela signifiait abandonner le trône, mais préserver leur vie. Justinien semblait prêt à accepter. Alors Théodora prit la parole. Elle se leva, impératrice dans toute sa majesté, femme qui avait survécu aux ruelles les plus brutales de Constantinople avant d'arriver dans cette salle. Sa voix était calme, mais portait une autorité absolue. Elle dit que ceux qui voulaient fuir le pouvaient. Il y avait assez de navires, il y avait assez d'or. Ils pouvaient vivre confortablement en exil, mais elle ne fuirait pas. Elle cita un proverbe antique. La pourpre est un beau linceul. Cela signifiait qu'il valait mieux mourir en impératrice que vivre en réfugié. Si Justinien choisissait de vivre, il vivrait comme un lâche. Si elle devait mourir, elle mourrait en impératrice. Ces paroles furent comme une gifle. La honte envahit le visage de Justinien. Théodora venait de faire ce qu'aucun de ses généraux ou conseillers masculins n'avait su faire. Lui rappeler qui il était. Il n'était pas un fugitif. Il était empereur des Romains, successeur d'Auguste et de Constantin. Son destin était de mourir en pourpre ou de reconquérir son trône. Justinien se redressa. La décision fut prise. Il n'y aurait pas de fuite, il y aurait bataille. Le plan fut rapidement élaboré. Bélisère, le général le plus brillant de l'Empire, se trouvait dans la cité avec un petit contingent de vétérans. Narsès, eunuque astucieux servant comme conseiller impérial, se proposa pour une mission dangereuse, s'infiltrer dans l'hippodrome avec des sacs d'or et soudoyer les chefs des Bleus. Il leur rappela qu'ils avaient traditionnellement été loyaux à l'empereur, que les Verts étaient leurs ennemis ancestraux, qu'ils trahissaient leur propre camp en soutenant cette révolte. Cela fonctionna. L'unité fragile entre Bleus et Verts commença à se fissurer. Certains Bleus quittèrent l'hippodrome. Cela créa une ouverture. Bélisère déplaça ses troupes. Elles n'étaient que quelques milliers face à des dizaines de milliers de rebelles. Mais les rebelles formaient une foule désorganisée. Les troupes de Bélisère étaient des soldats professionnels, vétérans des campagnes contre les Perses, disciplinés et meurtriers. Bélisère encercla l'hippodrome. Il ordonna de verrouiller les portes. Puis ses troupes entrèrent. Ce qui suivit fut un massacre. Épées et lances contre une foule désarmée et paniquée. Il n'y eut pas de bataille. Il y eut un abattage. Les rebelles tentèrent de s'échapper, mais les portes étaient bloquées. Ils essayèrent de se battre, mais n'avaient pas d'armes adéquates.
Ils voulurent se rendre, mais il n'y avait aucune pitié. Bélisaire avait reçu l'ordre d'écraser la révolte définitivement, et il obéit. Pendant des heures, le carnage continua. Le sol de l'hippodrome, où tant de fois le sang de chevaux avait coulé, ruisselait désormais de sang humain. À la fin, 30 000 personnes étaient mortes. 30 000 citoyens de Constantinople massacrés dans le plus grand amphithéâtre du monde. Ce chiffre est peut-être exagéré par les sources, mais le fond demeure. La révolte de Nika s'acheva dans un bain de sang qui marquerait à jamais le règne de Justinien. Mais cela fonctionna. La révolte fut complètement écrasée. Les survivants, horrifiés, se soumirent. Le prétendant rival au trône fut exécuté avec ses partisans. L'ordre fut rétabli. Justinien resta empereur, et tout le monde savait que c'était Théodora qui avait sauvé le trône. Sans son intervention, Justinien se serait enfui, et l'histoire aurait pris une toute autre direction. L'ancienne prostituée de l'hippodrome avait prouvé être plus courageuse que tous les généraux et sénateurs de l'Empire. Justinien n'oublierait jamais. Pour le reste de sa vie, il consulterait Théodora sur toutes les décisions importantes. Elle devint non seulement son épouse, mais son partenaire essentiel au pouvoir. Mais le prix de la victoire était terrible. 30 000 morts. Le cœur de Constantinople brûlé, la grande église réduite en cendres. Le coût était immense. Mais pour Justinien et Théodora, c'était un prix acceptable. Ils avaient appris une leçon cruciale. Le pouvoir ne se maintient pas par la douceur, mais par la force implacable. La clémence est faiblesse. La décision brutale est survie. La cité étant enfin sous contrôle, Justinien reporta son attention sur son rêve initial, la reconquête de l'Occident. La révolte de Nika avait retardé ses plans, mais ne les avait pas détruits. Désormais, son autorité réaffirmée, il préparerait la campagne visant à ressusciter l'Empire occidental. Et pour cette tâche, il aurait besoin de son plus grand général. Flavius Belisarius naquit en Thrace vers 500 après Jésus-Christ. Fils de petits propriétaires terriens. Il entra jeune dans l'armée et démontra rapidement un talent extraordinaire pour la guerre. Grand, fort, courageux, mais aussi intelligent, capable de penser stratégiquement là où d'autres se contentèrent de combattre. Il gravit les rangs durant les campagnes contre la Perse, où Rome affrontait son rival ancestral dans un conflit sans fin pour la suprématie au Moyen-Orient. En 530 après Jésus-Christ, Bélisaire commandait les forces romaines contre les Perses et remporta une impressionnante victoire à Dara, utilisant des tactiques innovantes qui surprirent et vainquirent une armée numériquement supérieure. Justinien le remarqua. Voici le général capable de réaliser l'impossible. Lorsque la révolte de Nika éclata 2 ans plus tard, c'est à Bélisaire que Justinien confia la répression de l'insurrection. Il s'en acquitta avec une efficacité brutale, prouvant qu'il possédait non seulement du génie tactique, mais aussi une volonté de fer d'accomplir ce qui était nécessaire. Désormais Constantinople pacifiée, Justinien était prêt pour sa grande ambition, reconquérir l'Occident. La première cible serait l'Afrique du Nord. Depuis près d'un siècle, depuis 439 après Jésus-Christ, la province la plus riche de l'Occident romain était aux mains des Vandales. Cette tribu germanique avait traversé le détroit de Gibraltar, conquis le nord de l'Afrique et établi un royaume basé à Carthage. De là, elle lançait des raids de piraterie en Méditerranée, allant jusqu'à piller Rome elle-même en 455 après Jésus-Christ. Pour la mentalité romaine, c'était une insulte intolérable. L'Afrique produisait le blé nourrissant des millions de personnes. Ces cités étaient des centres de culture et de commerce. Qu'une tribu germanique barbare contrôle cette région était une offense à l'ordre naturel, mais la reconquérir semblait impossible. Une tentative antérieure, sous le règne de l'empereur occidental Majorien, avait échoué désastreusement. La flotte avait été détruite avant même de lever l'ancre. En 468 après Jésus-Christ, l'Empire oriental avait monté une expédition massive sous le commandement de Basiliscus. Ce fut une catastrophe. Les Vandales utilisèrent des navires incendiaires pour détruire la flotte romaine, et Basiliscus revint humilié. Depuis lors, aucun empereur n'avait osé réessayer. Mais Justinien n'était pas un homme intimidé par les échecs passés.
Il croyait que Dieu était de son côté, que la restauration de Rome était la volonté divine. Il commença les préparatifs en 533 après Jésus-Christ. Le prétexte idéal surgit lorsque le roi vandale Hildéric fut déposé par son cousin Gélimère lors d'un coup d'État. Hildéric avait été allié de Constantinople et partiellement romanisé. Gélimère était plus traditionnellement germanique et hostile. Justinien déclara qu'il marcherait pour rétablir Hildéric, bien que tous sachent que ce n'était qu'un prétexte pour une reconquête totale. Il prépara une flotte de 500 navires de transport protégés par 92 vaisseaux de guerre. L'armée comptait 15 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Ce n'était pas une force énorme selon les standards romains anciens, mais c'était tout ce que Justinien pouvait rassembler sans laisser les frontières orientales sans défense. Bélisaire fut nommé commandant suprême. Il n'avait que 33 ans, extraordinairement jeune pour un commandement aussi important. Mais Justinien avait en lui une confiance absolue. En juin 533 après Jésus-Christ, la flotte appareilla de Constantinople. Théodora vint au port pour les adieux. On raconte qu'elle offrit à Bélisaire une icône religieuse, disant qu'il emportait les espoirs de l'Empire. La flotte navigua à travers la mer Égée, contourna la Grèce, traversa vers la Sicile pour se ravitailler. Là, Bélisaire reçut une information encourageante. L'armée principale vandale était occupée à réprimer une rébellion en Sardaigne. Gélimère était pris au dépourvu. C'était l'occasion idéale. La flotte traversa vers l'Afrique et débarqua sans opposition en septembre 533 après Jésus-Christ. Bélisaire établit une tête de pont, fortifia sa position et entama la marche vers Carthage, capitale vandale, située à 100 milles au nord. Gélimère, enfin alerté, rassembla précipitamment ses troupes. Il tenta d'embusquer les Romains à Ad Decimum, à 10 milles au sud de Carthage. Mais ses attaques furent mal coordonnées. Bélisaire, bien que numériquement inférieur, maintint une discipline de fer. Ses troupes repoussèrent les Vandales dans des combats séparés. Gélimère, voyant la bataille tourner contre lui, paniqua et s'enfuit. Ses soldats, voyant leur roi fuir, débandèrent à leur tour. La victoire fut complète et étonnamment facile. Le lendemain, Bélisaire marcha sur Carthage sans opposition. La population l'accueillit avec prudence, mais sans hostilité. Bélisaire agit avec une rigueur exemplaire. Il interdit à ses soldats de piller. Il paya les fournitures qu'il réquisitionna. Il restaura les églises catholiques que les Vandales ariens avaient confisquées. En quelques jours, il gagna la coopération de la population romaine locale, qui constituait encore la majorité de l'Afrique du Nord. Carthage, joyau de la Méditerranée occidentale, était de nouveau sous contrôle romain pour la première fois depuis près d'un siècle. Mais la guerre n'était pas terminée. Gélimère rassembla de nouvelles forces, y compris des troupes revenant de Sardaigne. En décembre 533 après Jésus-Christ, il affronta de nouveau Bélisaire à Tricamarum. Cette fois, la bataille fut plus difficile. Les Vandales combattirent avec acharnement, mais Bélisaire exploita une faiblesse fondamentale. Les Vandales étaient surtout une cavalerie légère, excellente pour les raids rapides, mais vulnérable à l'infanterie lourde romaine dans un combat prolongé. Lorsque le frère de Gélimère tomba mort sur le champ de bataille, la résistance vandale s'effondra. Gélimère s'enfuit de nouveau, cette fois vers les montagnes de l'intérieur. Bélisaire le poursuivit sans relâche. Il l'encercla au mont Papua, forteresse naturelle dans les montagnes de Numidie. Le siège dura des mois. Gélimère et ses partisans souffrirent la faim, mangeant même leurs montures. Finalement, en mars 534 après Jésus-Christ, Gélimère se rendit. Il ne demanda que 3 choses, un morceau de pain, une éponge pour se laver et une lyre pour chanter ses tristesses. C'était une fin pathétique pour un royaume qui avait dominé la Méditerranée occidentale. Bélisaire revint triomphalement à Constantinople. Justinien organisa la célébration romaine traditionnelle, la première depuis des siècles. Bélisaire défila dans les rues avec des prisonniers vandales enchaînés, dont Gélimère portant lui-même ses insignes royaux. Les trésors que les Vandales avaient pillés à Rome des décennies plus tôt
furent exposés, y compris la menorah d'or du temple de Jérusalem que les Romains avaient capturée en 70 après Jésus-Christ. Le peuple de Constantinople fut en délire. Il semblait que les jours glorieux de Rome étaient revenus. Justinien se sentit vengé. Son rêve se réalisait. L'Afrique était reconquise en à peine un an, à un coût étonnamment faible. C'était un moment grisant. Mais Justinien n'était pas satisfait. L'Afrique n'était qu'un début. Son regard se tournait désormais vers l'Italie, cœur de l'ancien empire, où les Ostrogoths régnaient depuis des décennies. Récupérer l'Italie signifiait récupérer Rome. Ce serait une campagne infiniment plus difficile. L'Italie était plus proche, plus peuplée, plus stratégiquement vitale. Les Ostrogoths étaient des guerriers plus redoutables que les Vandales. Mais Justinien croyait que Bélisaire pouvait accomplir un autre miracle. L'occasion se présenta rapidement. En 535 après Jésus-Christ, la reine ostrogoth Amalasunthe fut assassinée par son cousin Théoda qui usurpa le trône. Justinien avait son prétexte. Il déclara la guerre pour venger Amalasunthe et rétablir l'ordre légitime en Italie. C'était une justification manifestement hypocrite, mais personne n'attendait d'honnêteté en diplomatie impériale. Bélisaire reçut l'ordre d'envahir, mais cette fois, les ressources étaient limitées. La campagne africaine avait épuisé le trésor. La frontière perse exigeait une attention constante. Bélisaire n'aurait que 7500 hommes, une force ridiculement petite pour conquérir une péninsule entière. Mais Justinien comptait sur le génie de Bélisaire pour compenser le manque d'effectifs. À l'été de 535 après Jésus-Christ, Bélisaire débarqua en Sicile. L'île tomba rapidement, ses gouverneurs ostrogoths se rendant sans combat significatif. Encouragé, Bélisaire traversa vers l'Italie continentale en 536 après Jésus-Christ. Il prit Naples après un siège brutal. Ses ingénieurs découvrirent un aqueduc abandonné permettant d'accéder à la cité. Des soldats romains s'infiltrèrent par l'aqueduc pendant la nuit et ouvrirent les portes. La cité tomba, et cette fois, Bélisaire ne put complètement contrôler ses hommes. Il y eut des pillages et des massacres. C'était un sombre présage de ce qui allait suivre. Avec Naples capturée, la route de Rome était ouverte. Théoda, se révélant lâche autant que traître, fut déposé et assassiné par ses propres nobles. Les Ostrogoths élurent un nouveau roi, Vitigès, un guerrier plus capable. Mais Vitigès commit une erreur stratégique fatale. Il se retira à Ravenne au nord pour consolider son pouvoir, abandonnant temporairement Rome. Bélisaire en profita. En décembre 536, après Jésus-Christ, il marcha sur Rome. La population romaine, lasse des Ostrogoths et nostalgique de l'Empire, ouvrit les portes. Bélisaire entra dans la ville éternelle sans tirer une flèche. Pour la première fois depuis 60 ans, depuis qu'Odoacre avait déposé le dernier empereur occidental en 476 après Jésus-Christ, Rome était de nouveau sous contrôle impérial. Ce fut un moment chargé de symbolisme. Bélisaire ordonna de hisser les étendards impériaux sur le Capitole. Il restaura les bâtiments publics. Il distribua du blé à la population. Il semblait que Rome avait véritablement ressuscité. Mais il devint vite évident que tenir Rome serait infiniment plus difficile que de la capturer. Vitigès n'accepterait pas la perte de la cité la plus symboliquement importante de l'Occident. Il rassembla l'armée ostrogoth au complet, peut-être 150 000 hommes selon certaines sources, bien que les chiffres antiques soient toujours sujets à caution. Même exagérés, c'était une force massivement supérieure aux 5 000 soldats que Bélisaire avait à Rome. En mars 537 après Jésus-Christ, les Ostrogoths assiégèrent Rome. Commença l'un des sièges les plus célèbres de l'histoire. Pendant plus d'un an, Bélisaire défendit la cité contre une force écrasante. Il utilisa toutes les techniques d'ingénierie romaine, réparant les anciennes murailles, construisant des tours, creusant des fossés. Il organisa des sorties nocturnes, harcelant les camps ostrogoths. Sa cavalerie, composée surtout d'archers montés huns et hérules, se révéla dévastatrice contre l'infanterie lourde ostrogoth. Les Ostrogoths tentèrent des assauts massifs à répétition.
Ils construisirent des tours de siège et des béliers. Ils tentèrent de miner les murailles. Ils coupèrent les aqueducs, espérant que la soif forcerait la reddition. Rien n'y fit. Bélisaire était un défenseur brillant, inspirant ses hommes, apparaissant aux points les plus dangereux des remparts, menant personnellement les contre-attaques cruciales. Mais la situation était désespérée, la nourriture manquait, les maladies se propageaient. Les renforts de Constantinople arrivaient au compte-gouttes, insuffisants pour changer l'équilibre fondamental. Finalement, en mars 538 après Jésus-Christ, après un an de siège, les Ostrogoths levèrent le camp. Ce n'était pas une défaite totale, mais un retrait stratégique. Ils étaient épuisés, affamés, décimés par les maladies autant que les défenseurs. Vitigès décida de consolider son contrôle sur le reste de l'Italie avant de réessayer. Bélisaire avait gagné, mais c'était une victoire coûteuse. Rome avait survécu, mais était exsangue et endommagée. Et la guerre était loin d'être terminée. Pendant les années suivantes, Bélisaire manœuvra à travers l'Italie, capturant des cités, remportant des batailles, mais ne parvenant jamais à porter un coup décisif. Il prit Ravenne en 540 après Jésus-Christ grâce à une négociation astucieuse, capturant Vitigès. Mais de nouveaux rois ostrogoths surgirent. La guerre traîna en longueur, consumant ressources et vies. Puis le désastre frappa l'Empire d'une manière totalement inattendue. Il ne vint ni des armées ennemies, ni des révoltes politiques. Il vint de la nature, sous la forme d'une maladie qui tuerait des millions et faillit détruire tout ce que Justinien avait bâti. La peste était arrivée. En 541 après Jésus-Christ, des marchands arrivèrent à Constantinople en provenance d'Égypte. Ils apportaient du blé, des épices, de l'ivoire et quelque chose d'invisible qui allait changer le cours de l'histoire, la peste bubonique. La maladie était apparue d'abord à Péluse, port égyptien sur la côte méditerranéenne. Elle se propagea à une vitesse effrayante le long des routes commerciales reliant l'Empire. Alexandrie fut plongée dans la panique quand des milliers commencèrent à mourir. De là, des navires marchands transportèrent la peste à Constantinople, y arrivant au printemps de 541 après Jésus-Christ. Les premiers cas furent confondus avec d'autres maladies. Fièvre élevée, faiblesse extrême, délire. Mais ensuite apparurent les bubons, des gonflements horribles à l'aine, aux aisselles et au cou, remplis de pus noirs. Les victimes mouraient dans l'agonie, généralement quelques jours seulement après les premiers symptômes. Certains développèrent une forme pulmonaire attaquant les poumons, encore plus mortelle. Presque personne ne survivait une fois infecté. La maladie ne faisait aucune distinction. Riches et pauvres, nobles et mendiants, tous tombaient. Les rues de Constantinople commencèrent à se remplir de cadavres. Au début, les familles enterraient leurs morts selon les coutumes chrétiennes. Mais bientôt, les morts dépassèrent la capacité d'inhumation. Les cimetières se remplirent. Les églises ne purent plus organiser assez de funérailles. Les corps s'accumulèrent dans les maisons, puis dans les rues. L'odeur de la mort recouvrit la cité comme un linceul invisible. Justinien ordonna des mesures désespérées. Des équipes furent organisées pour ramasser les cadavres. Au début, les morts étaient enterrés dans des fosses communes, hors des murs. Mais bientôt même, cela devint impossible. Il n'y avait plus d'espace, ni assez de travailleurs. Les tours des anciennes murailles furent transformées en ossuaires géants. Les toits furent enlevés et les cadavres empilés à l'intérieur, couche après couche, jusqu'à ce que les tours débordent. L'historien Procope, témoin oculaire, décrivit des scènes apocalyptiques. Des cadavres flottaient dans le Corno d'Oro, le port intérieur de la cité. Des familles entières mouraient chez elles et y restaient, sans personne pour les enlever. Les chiens et les oiseaux évitaient les corps, comme si la nature elle-même reconnaissait quelque chose de profondément anormal. Le commerce cessa. Les boulangeries fermèrent. La famine s'ajouta à la peste comme fléau. L'administration impériale commença à s'effondrer. Les fonctionnaires mouraient plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. La perception des impôts cessa. Les tribunaux fermèrent. L'armée ne pouvait plus être correctement approvisionnée. Les navires restaient à quai faute d'équipage suffisant.
Constantinople, plus grande cité du monde, centre d'un empire s'étendant de Gibraltar à la Mésopotamie, était paralysée. On estime qu'au plus fort de la peste, 5000 personnes mouraient chaque jour à Constantinople. Certains jours, le chiffre atteignait 10 000. Au cours de 4 mois terribles, peut-être la moitié de la population de la cité périt. Sur 500 000 habitants, environ 250 000 moururent. Les chiffres sont débattus par les historiens, mais l'ampleur de la catastrophe est indiscutable. Puis, en août 541 après Jésus-Christ, Justinien tomba malade. L'empereur, qui avait rêvé de restaurer Rome, qui avait reconquis l'Afrique et une grande partie de l'Italie, gisait sur son lit, consumé par la fièvre, des bubons enflés sur le corps. Théodora prit le contrôle, isolant l'empereur du reste de la cour, contrôlant l'information. Des rumeurs circulèrent qu'il était mort. Les nobles commencèrent à conspirer pour la succession. Bélisère, revenu à Constantinople entre 2 campagnes italiennes, fut soupçonné d'ambitions impériales. La situation politique devint aussi volatile que la crise sanitaire. Mais alors, miraculeusement, Justinien survécut. Après des semaines au bord de la mort, les bubons commencèrent à se vider. La fièvre baissa. Il reprit conscience. C'était extraordinairement rare. Le taux de mortalité de la peste bubonique dépassait 90%. Que Justinien survive semblait une intervention divine, du moins aux yeux de ses sujets. Justinien interpréta sa survie comme un signe que Dieu avait encore des desseins pour lui. Mais l'homme qui émergea de la maladie avait changé. Plus méfiant, plus paranoïaque, plus enclin à voir de la trahison là où il n'y avait que de l'ambiguïté. Sa relation avec Bélisère ne serait jamais plus la même. La peste finit par diminuer à Constantinople à la fin de 541 après Jésus-Christ, mais ne disparut pas. Elle continua de sévir dans les provinces. Alexandrie, Antioche, Jérusalem, toutes subirent des vagues dévastatrices. La maladie se propagea vers l'ouest, atteignant l'Italie où elle compliqua encore davantage la guerre contre les Ostrogoths. Elle se répandit vers l'est, atteignant la Perse. Pendant des décennies, elle revint par vagues, chaque épidémie tuant des milliers. L'impact économique fut catastrophique. Les champs restèrent en friche car les travailleurs étaient morts. Les récoltes pourrirent. La famine suivit la peste. Les recettes fiscales chutèrent car il y avait moins de contribuables et moins d'activités économiques. Le trésor impérial, qui avait financé les reconquêtes ambitieuses, était vide. Justinien fut contraint d'augmenter les impôts sur les survivants, générant du ressentiment. Militairement, l'Empire était affaibli. Il n'y avait plus assez d'hommes pour maintenir de grandes armées. Les campagnes de reconquête perdirent de leur élan. Bélisère ne recevait pas de renforts adéquats. Les flottes ne pouvaient plus être correctement équipées. Les frontières devinrent vulnérables. Les Perses, bien qu'eux aussi touchés par la peste, lancèrent des attaques opportunistes. Les Slaves et les Bulgares pressèrent le Danube. Le rêve de Justinien de restaurer Rome affrontait une réalité brutale. Il n'y avait plus assez de ressources pour le soutenir. Mais peut-être l'impact le plus profond fut-il psychologique. La peste semblait un jugement divin, une apocalypse au ralenti. Les communautés chrétiennes débattaient de ce qu'elles avaient fait pour mériter un tel châtiment. Des théories surgirent. Certains accusaient les hérésies religieuses, affirmant que Dieu punissait l'Empire pour avoir toléré les monophysites ou d'autres dissidents. D'autres y voyaient un signe de la fin des temps, un prélude au retour du Christ et au jugement dernier. Justinien, qui avait toujours vu son règne en termes religieux, fut profondément affecté. Il intensifia les persécutions contre païens, juifs et hérétiques, cherchant à purifier l'Empire pour apaiser Dieu. Il ferma les écoles philosophiques d'Athènes, dernier refuge du paganisme antique. Il ordonna des conversions forcées. La tolérance qu'il avait parfois manifestée auparavant s'évapora. La peste révéla aussi les faiblesses structurelles de l'Empire. Constantinople, avec sa population dense et son système complexe d'approvisionnement en eau et en blé, était vulnérable aux épidémies. Les routes commerciales qui apportaient la richesse apportaient aussi les maladies. L'administration centralisée, si efficace en temps normal, s'effondrait quand des fonctionnaires clés mouraient. Il n'y avait pas assez de redondance dans le système.
Les historiens modernes considèrent la peste de Justinien comme l'un des tournants décisifs de l'histoire. Ce fut la première pandémie documentée de peste bubonique, la même maladie qui reviendrait sous le nom de mort noire au XIVe siècle après Jésus-Christ. On estime qu'elle tua entre 25 et 50 millions de personnes, peut-être un quart de la population méditerranéenne. En termes de pourcentage de la population, elle fut aussi dévastatrice que toute autre pandémie de l'histoire humaine. Pour Justinien personnellement, la peste marqua une rupture dans son règne. Les 15 premières années, de 527 à 542 après Jésus-Christ, furent marquées par une ambition expansionniste et des succès remarquables. L'Afrique reconquise, une grande partie de l'Italie capturée, les frontières perses maintenues, Constantinople embellie. Les 23 dernières années, de 542 à 565 après Jésus-Christ, seraient marquées par une consolidation défensive des ressources de plus en plus rares et la perception croissante que le rêve de restaurer Rome dans son intégralité était impossible. La peste n'avait pas tué Justinien, mais elle avait tué son rêve. Ou du moins l'avait-elle contraint à en affronter les limites. L'Empire survivrait, continuerait de se battre, conquérait même davantage de territoires, mais plus jamais avec l'optimisme insouciant des premières années. Désormais, ce serait une lutte pour conserver ce qui avait été gagné, non pour de nouvelles et glorieuses conquêtes. Pendant que la peste ravageait Constantinople, la guerre en Italie continuait avec une brutalité croissante. Bélisaire avait pris Ravenne en 540 après Jésus-Christ et la victoire semblait proche. Mais les Ostrogoths n'étaient pas finis. Après une série de rois faibles et de défaites, ils trouvèrent un chef redoutable, Totila, qui monta sur le trône ostrogoth en 541 après Jésus-Christ. Totila était tout ce que ses prédécesseurs n'étaient pas. Jeune, charismatique, capable militairement et astucieux politiquement. Il comprit que les Romains avaient conquis du territoire, mais pas les cœurs. La population italienne était épuisée par la guerre. Les impôts impériaux étaient lourds. Les soldats romains pillaient souvent autant que n'importe quel envahisseur barbare. Totila exploita ce ressentiment. Il offrit des conditions généreuses aux cités qui se rendaient. Il traita les prisonniers romains avec respect. Il libéra des esclaves et promit une redistribution des terres. C'était une propagande efficace. Les cités que Bélisaire avait conquises commencèrent à changer de camp. Totila reconquit le sud de l'Italie, ville après ville. Bélisaire, affaibli par la peste qui décimait ses renforts, ne pouvait pas répondre efficacement. En 542 après Jésus-Christ, Justinien prit une décision fatale. Il rappela Bélisaire d'Italie, officiellement pour consultation. En réalité, Justinien se méfiait de plus en plus de son général le plus brillant. Les rumeurs, durant sa maladie, selon lesquelles Bélisaire aspirait au trône, bien que probablement infondées, avaient empoisonné leurs relations. Bélisaire revint à Constantinople et fut essentiellement marginalisé pendant des années. Sans Bélisaire, la campagne italienne s'effondra. Totila marcha vers le nord, reprenant du terrain à une vitesse surprenante. En 546 après Jésus-Christ, il assiégea Rome. La cité que Bélisaire avait héroïquement défendue était désormais isolée, sa garnison réduite, ses provisions épuisées. La population souffrait d'une famine terrible. Les gens mangeaient des écorces d'arbres, de l'herbe, n'importe quoi. Des cas de cannibalisme furent rapportés. En décembre 546 après Jésus-Christ, des traîtres à l'intérieur de la cité ouvrirent les portes. Totila entra à Rome, mais son occupation fut étrangement clémente. Il ne massacra pas la population, il ne pilla pas systématiquement. Au contraire, il envisagea même de détruire complètement la cité, de la transformer en pâturage pour moutons, supprimant ainsi sa valeur symbolique pour les deux camps. Mais on le dissuada de le faire. Rome, même en ruine, était trop puissante symboliquement pour être simplement effacée. Totila finit par quitter la cité, emmenant la plus grande partie de la population en otage, laissant Rome pratiquement vide. Ce fut un moment surréaliste. Rome Capumundi était abandonnée, ses rues résonnant de vide, ses grandes structures s'effondrant lentement. Justinien, choqué, ordonna que Rome soit reprise à tout prix.
Il envoya un nouveau général, mais celui-ci fut repoussé. Finalement, en 544 après Jésus-Christ, il rappela Bélisère, avalant son orgueil. Bélisère revint en Italie, mais avec des ressources misérables. Justinien, traumatisé par la peste et paranoïaque sur les dépenses, ne lui fournit que 4000 soldats. C'était une insulte. Avec une force aussi ridicule, Bélisère devait reconquérir toute une péninsule. Pourtant, Bélisère essaya. En 547 après Jésus-Christ, il reprit Rome lors d'une opération nocturne audacieuse. Ses troupes escaladèrent les murailles à l'aide de cordes, surprirent la petite garnison ostrogoth et rouvrirent les portes. Rome changeait de main pour la 5e fois en une décennie. Mais Totila contre-attaqua. Il assiégea de nouveau Rome. Bélisère défendit avec son génie habituel, mais il se battait les mains liées. Il n'avait ni assez d'hommes, ni d'argent, ni de provisions. Il envoya des lettres désespérées à Justinien implorant des renforts. Justinien les ignora ou ne pouvait pas répondre, ou choisit de ne pas le faire. Leur relation était irrémédiablement brisée. En 549 après Jésus-Christ, Bélisère fut finalement rappelé d'Italie pour la dernière fois. Il revint à Constantinople vaincu, non militairement, mais par le manque de soutien de son propre empereur. Il passa le reste de sa vie dans une semi-obscurité, parfois consulté, souvent suspecté, ne recevant plus jamais de commandement important. Ce fut une fin tragique pour le plus grand général de l'Empire. Avec le départ de Bélisère, Justinien envoya un nouveau commandant, Narsès, l'eunuque, qui avait aidé à réprimer la révolte de Nika. Narsès n'avait aucune expérience militaire antérieure, mais c'était un administrateur brillant et il avait un avantage crucial. Justinien avait pleinement confiance en lui. Plus important encore, Narsès reçut des ressources adéquates. 35 000 soldats, un trésor substantiel pour payer des mercenaires, une autorité totale. C'était exactement ce que Bélisère avait demandé pendant des années sans jamais l'obtenir. Narsès débarqua en Italie en 552 après Jésus-Christ. Il avança méthodiquement, évitant les erreurs des campagnes précédentes. En juin 552 après Jésus-Christ, il affronta Totila à Taginae dans les Apennins. Ce fut la bataille décisive. Totila mena une charge de cavalerie ostrogoth, mais Narsès avait habilement positionné des archers. Une pluie de flèches décima la cavalerie. Totila fut grièvement blessé. Il mourut pendant sa fuite et avec lui mourut la résistance ostrogoth organisée. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Les Ostrogoths élurent un nouveau roi, Théias, qui continua le combat. Narsès l'affronta à Mons Lactarius près de Naples. La bataille dura 2 jours. Théias se battit héroïquement, mais fut tué. Avec cela, le royaume ostrogoth prit effectivement fin. Mais l'Italie était complètement dévastée. 20 ans de guerre avaient réduit la péninsule en ruine. Rome, qui comptait peut-être 1 million d'habitants à l'apogée de l'Empire romain, était réduite à environ 20 000 habitants. Les aqueducs étaient brisés. Les murailles s'effondraient. Les grands édifices étaient abandonnés. La campagne italienne était dépeuplée. Des villages entiers avaient disparu. Les champs restaient en friche. Des loups rôdaient là où autrefois s'étendaient des fermes prospères. La reconquête avait été un succès militaire. L'Italie était de nouveau sous contrôle impérial, mais c'était une victoire à la Pyrrhus. Le coût en vies humaines, en richesse et en destruction physique était incalculable, et ce n'était pas terminé. En 568 après Jésus-Christ, seulement 3 ans après la mort de Justinien, une nouvelle tribu germanique, les Lombards, envahit l'Italie. Ils conquérirent une grande partie du nord. Rome ne serait plus jamais complètement romaine. L'Hispanie connut aussi une brève reconquête. Profitant d'une guerre civile entre Wisigoths, Justinien envoya une petite expédition qui conquit une bande côtière au sud en 552 après Jésus-Christ. Mais c'était une conquête superficielle, contrôlant seulement des cités côtières, constamment menacées par les Wisigoths de l'intérieur. Elle serait complètement perdue en moins d'1 siècle. Rétrospectivement, les reconquêtes de Justinien étaient ambitieuses au-delà de ses moyens.
L'Afrique fut un succès relativement clair. Elle resta sous contrôle impérial jusqu'à la conquête arabe au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais l'Italie et l'Hispanie furent des conquêtes fragiles, maintenues à un coût énorme, finalement perdues. L'Empire s'était trop étendu. Justinien avait rêvé de restaurer les frontières romaines, mais la réalité économique et démographique était implacable. L'Empire du 6e siècle après Jésus-Christ n'avait tout simplement pas la population, les ressources ou la capacité administrative pour contrôler toute la Méditerranée comme l'Empire des premiers siècles. La peste avait rendu cela encore plus impossible. Mais Justinien n'admit jamais l'échec. Jusqu'à la fin de sa vie, il insista sur le fait qu'il avait restauré Rome. Les cartes montraient son empire s'étendant de l'Hispanie à la Mésopotamie. La propagande impériale proclamait un nouvel âge d'or, mais sous cette rhétorique grandiose se cachait une vérité plus sombre. L'empire était épuisé, le trésor était vide, la population était harassée par des impôts interminables finançant des guerres sans fin. Les provinces reconquises étaient des fardeaux économiques, non des atouts. Elles exigeaient des garnisons qui drainaient des ressources militaires nécessaires ailleurs. Elles rendaient l'Empire vulnérable sur les frontières orientales critiques. Si les reconquêtes militaires de Justinien étaient ambiguës quant à leur succès, ses réalisations à Constantinople étaient incontestables. La révolte de Nika avait détruit le cœur de la cité. La grande église, centre de la vie religieuse constantinopolitaine depuis 200 ans, était en ruine. Les thermes publics, le Sénat, de nombreux bâtiments administratifs, tout avait brûlé. Une grande partie du centre était cendres et décombres. Justinien y vit une opportunité. Il reconstruirait Constantinople plus grande et plus magnifique qu'auparavant. Ce serait un monument non seulement à sa gloire, mais à la grandeur éternelle de Rome et à la puissance du Dieu chrétien. La pièce maîtresse serait une nouvelle église, quelque chose d'inédit dans le monde chrétien. En février 532 après Jésus-Christ, à peine quelques semaines après avoir réprimé la révolte de Nika, les travaux commencèrent sur Sainte-Sophie, l'église de la Sainte Sagesse. Justinien convoqua deux des plus grands architectes de l'Empire, Antémius de Tralles et Isidore de Milet. Ce n'étaient pas des constructeurs ordinaires, mais des mathématiciens et théoriciens comprenant la géométrie avancée et l'ingénierie structurelle. Justinien les défia de créer quelque chose de jamais vu, une coupole massive qui semblerait flotter au-dessus d'un vaste espace intérieur inondé de lumière, représentant les cieux touchant la terre. La conception était révolutionnaire et dangereusement ambitieuse. La coupole centrale mesurerait plus de 30 mètres de diamètre et s'élèverait à plus de 50 mètres au-dessus du sol. Elle reposerait non sur des murs pleins, mais sur 4 arcs massifs et une série ingénieuse de demi-coupoles répartissant le poids. Entre les arcs principaux s'ouvraient des rangées de fenêtres, laissant la lumière entrer de tous côtés, créant l'effet d'une coupole miraculeusement suspendue dans les airs. Rien d'une telle ampleur n'avait été tenté depuis le Panthéon de Rome, construit 400 ans plus tôt. Mais là où le Panthéon utilisait une coupole hémisphérique sur une base circulaire, Sainte-Sophie employait une coupole segmentée sur une base rectangulaire, un défi d'ingénierie bien plus grand. 10 000 ouvriers furent recrutés. Les matériaux vinrent de tout l'Empire. Des colonnes de porphyre pourpre furent arrachées à d'anciens temples en Égypte. Du marbre vert vint de Thessalie, du marbre jaune de Syrie, du marbre noir du Bosphore. Des pierres précieuses et des mosaïques dorées recouvriraient l'intérieur. Le coût était astronomique, peut-être 520 millions de pièces d'or, équivalent à plusieurs fois les recettes annuelles de l'Empire. Mais Justinien était déterminé. La construction progressa à une vitesse surprenante. Les ouvriers travaillaient par équipe jour et nuit. Justinien visitait fréquemment le chantier, faisant parfois des suggestions, pressant toujours pour une fin plus rapide. On raconte qu'il rivalisait avec Salomon, cherchant à surpasser le temple de Jérusalem en grandeur. En décembre 537 après Jésus-Christ, à peine 5 ans et 10 mois après le début, Sainte-Sophie fut consacrée. C'était un temps record pour une structure aussi complexe. Lors de la cérémonie de dédicace, Justinien aurait pénétré dans l'édifice et exclamé « Salomon,
je t'ai surpassé. C'était une affirmation audacieuse, blasphématoire pour certains, mais exprimant parfaitement sa vision de lui-même comme instrument divin. L'intérieur était éblouissant. La lumière se déversait par les dizaines de fenêtres, se reflétant sur les mosaïques dorées recouvrant la coupole et les murs. Le marbre poli de toutes les couleurs connues créait des motifs kaléidoscopiques. L'espace intérieur était si vaste que des congrégations entières pouvaient s'y rassembler sans sensation d'encombrement. Mais plus que les dimensions physiques, c'était l'effet spirituel qui impressionnait. La coupole semblait véritablement flotter, suspendue uniquement par la volonté de Dieu. Les visiteurs décrivaient la sensation d'être dans l'antichambre du ciel, où les limites entre le monde matériel et spirituel se dissolvaient. C'était exactement ce que Justinien avait voulu. Sainte-Sophie n'était pas seulement une église, c'était une déclaration théologique et politique. Elle démontrait que Constantinople était la nouvelle Jérusalem, que l'Empire romain chrétien était l'accomplissement des promesses divines, que Justinien était le successeur non seulement d'Auguste, mais de David et de Salomon. Mais la structure était risquée. En 553 après Jésus-Christ, des tremblements de terre endommagèrent la coupole. Une partie s'effondra en 558 après Jésus-Christ. Justinien ordonna une reconstruction immédiate. Isidore le Jeune, neveu de l'un des architectes originaux, redessina la coupole en la rendant légèrement plus haute et plus stable. Elle fut reconsacrée en 562 après Jésus-Christ. Cette fois, la structure se révéla durable. Sainte-Sophie resta la plus grande église de la chrétienté pendant près de 1000 ans, jusqu'à la construction de Saint-Pierre à Rome au XVIe siècle après Jésus-Christ. Même après la conquête ottomane de Constantinople en 1453 après Jésus-Christ, elle fut préservée, convertie en mosquée, témoignage de son importance architecturale transcendante. Justinien ne s'arrêta pas à Sainte-Sophie. Il reconstruisit ou bâtit des dizaines d'autres églises à Constantinople. L'église des Saints Apôtres fut rénovée comme mausolée impérial. De petites églises surgirent partout dans la cité. Hors de Constantinople, le programme de construction s'étendit à tout l'Empire. Les fortifications furent renforcées le long des frontières vulnérables. Les cités endommagées par les tremblements de terre ou les invasions furent reconstruites. Des monastères furent fondés. Routes et aqueducs furent réparés. C'était un effort massif de travaux publics, rivalisant avec les grands empereurs bâtisseurs du passé. Mais le projet le plus durable de Justinien n'était pas bâti en pierre, mais en mots. Dès le début de son règne, il était obsédé par le droit. L'Empire romain avait accumulé des siècles de législation, de décrets impériaux, d'avis juridiques, de commentaires légaux. Le corpus du droit romain était à la fois la plus grande conquête intellectuelle de la civilisation romaine et un fouillis incohérent de contradictions et d'ambiguïtés. Les avocats passaient des décennies à étudier et ne maîtrisaient encore pas tout. Justinien se résolut à y imposer de l'ordre. En 528 après Jésus-Christ, à peine quelques mois après son accession au trône, il nomma une commission de juristes dirigée par Tribonien, brillant avocat servant comme questeur du palais sacré. La tâche était monumentale. Compiler, organiser et concilier tout le droit romain existant. Le résultat fut le Corpus Juris Civilis, corps du droit civil, œuvre en 4 parties qui deviendrait la base des systèmes juridiques occidentaux jusqu'à nos jours. La première partie, le Code Justinien, compilait tous les décrets impériaux encore en vigueur depuis Hadrien. La deuxième partie, les digestes ou pandectes, extrayaient et organisaient les avis des juristes romains classiques, distillant des millions de mots en un demi-million soigneusement sélectionnés. La troisième partie, les institutions, était un manuel pour les étudiants en droit, introduisant les principes fondamentaux. La quatrième partie, les nouvelles, compilait les lois promulguées par Justinien lui-même. Le travail fut achevé à une vitesse surprenante. Le code fut publié en 529 après Jésus-Christ. Les digestes en 533 après Jésus-Christ. L'ensemble complet était disponible en 534 après Jésus-Christ. C'était une réalisation intellectuelle extraordinaire. Pour la première fois, des siècles de pensée juridique romaine étaient organisés, accessibles, cohérents.
Justinien interdit de citer toute source légale non incluse dans le corpus, canonisant effectivement une interprétation spécifique de la tradition juridique romaine. L'impact fut profond et durable. Lorsque l'Empire romain d'Occident tomba, beaucoup de savoirs classiques furent perdus, mais le corpus juris civilis survécut à Constantinople. Lorsqu'il fut redécouvert en Europe occidentale au XIe siècle après Jésus-Christ, il déclencha une révolution juridique. Les universités médiévales fondèrent leur enseignement du droit sur lui. Les concepts romains de droit de propriété, de contrat, de délit formèrent la base du droit civil européen. Des principes comme la présomption d'innocence, la charge de la preuve, la distinction entre droit pénal et civil, tous furent préservés et transmis grâce au corpus de Justinien. Les systèmes juridiques modernes de l'Europe continentale, d'Amérique latine, d'une grande partie de l'Asie et de l'Afrique, tous retracent leur ascendance intellectuelle au travail commandé par Justinien il y a près de 1500 ans. C'était un legs qui dépasserait même ses conquêtes militaires. Mais tout cet éclat avait un côté sombre, financer des constructions monumentales, des guerres de reconquête et l'administration d'un empire élargi exigeait de l'argent, beaucoup d'argent. Justinien porta les impôts à des niveaux écrasants. Jean de Cappadoce, son ministre des Finances, était connu pour son efficacité brutale dans la collecte des recettes. Il extorquait, confisquait, intimidait. La population gémissait sous le fardeau fiscal. Des provinces qui avaient prospéré sous des gouvernements antérieurs furent appauvries. La révolte de Nika avait été en partie causée par les impôts. Même après le massacre, le ressentiment persista. Justinien persécuta aussi les dissidents religieux avec un zèle renouvelé, surtout après avoir survécu à la peste, qu'il interpréta comme un mandat divin pour purifier l'Empire. Les païens furent interdits d'enseigner ou d'occuper des postes publics. En 529 après Jésus-Christ, il ferma l'Académie d'Athènes, dernière école philosophique païenne, mettant fin à une tradition intellectuelle remontant à Platon. Les Samaritains subirent une persécution brutale. Après une révolte en 529 après Jésus-Christ, 100 000 personnes auraient pu périr. Les Juifs firent face à des restrictions croissantes. Les chrétiens s'écartant de l'orthodoxie chalcédonienne furent persécutés, sauf quand la protection de Théodora offrait un peu de répit. Cette intolérance ternit le legs de Justinien. L'homme qui avait bâti Sainte-Sophie comme monument au Dieu d'amour présida aussi à des persécutions trahissant les principes fondamentaux du christianisme. Théodora tempérait certains des pires penchants de Justinien. Elle protégeait les monophysites, permettant à des évêques persécutés de trouver refuge au palais. Elle défendait les prostituées et les femmes vulnérables. Mais elle était aussi capable de cruauté lorsqu'elle se sentait menacée. Ses ennemis disparaissaient. Les nobles qui l'offensaient étaient ruinés. En 548 après Jésus-Christ, Théodora mourut d'un cancer. Elle n'avait que 48 ans. Justinien fut dévasté. Ils avaient été mariés plus de 20 ans, partenaires en tout. Sans elle, il semblait diminuer. Il devint plus solitaire, plus paranoïaque, plus reclus. Il ne se remaria jamais. Il se consacra encore plus intensément au travail administratif et théologique, tentant peut-être de combler le vide. Mais l'éclat avait disparu. Pendant les 17 dernières années de son règne, de 548 à 565 après Jésus-Christ, Justinien régna sans la partenaire qui le comprenait pleinement. Ses conseillers étaient compétents, mais aucun ne possédait la force de caractère ni l'intimité avec l'empereur que Théodora avait eue. Les guerres continuèrent. Les Perses attaquèrent de nouveau, exigeant des traités coûteux. Les Bulgares et les Slaves franchirent à plusieurs reprises le Danube, pillant les Balkans. L'Italie fut finalement pacifiée, mais seulement après une autre décennie de guerre brutale. L'Empire était en sécurité, mais épuisé. Dans ces dernières années, Justinien devint une figure de plus en plus isolée. Il passait des journées entières à étudier la théologie, écrivant des traités sur la nature du Christ, débattant de subtilités doctrinales avec des évêques. Il acquit la réputation de ne jamais dormir, travaillant jusqu'aux petites heures du matin.
des bougies brûlant dans son bureau alors que le reste du palais était plongé dans l'obscurité. Les courtisans le surnommaient l'empereur qui ne dort jamais. Mais ce n'était pas une énergie juvénile, c'était presque une obsession, un homme essayant d'accomplir en une vie ce que des générations n'avaient pu réaliser. Physiquement, il vieillissait. La peste l'avait marqué à jamais. Il se déplaçait plus lentement. Sa peau gardait une pâleur qui ne disparut jamais complètement après la maladie. Mais son esprit restait vif, continuant d'élaborer des plans, de promulguer des décrets, d'essayer de tout contrôler dans un empire s'étendant sur 3 continents. L'ironie était que plus il contrôlait, moins il avait réellement de contrôle. L'empire de Justinien, en 560 après Jésus-Christ, était impressionnant sur le plan géographique. Il s'étendait du sud de l'Hispanie à travers l'Afrique du Nord, l'Italie, les Balkans, l'Anatolie, jusqu'aux frontières de la Perse. Il contrôlait toutes les principales îles de la Méditerranée. Sur les cartes, il semblait que Rome avait été restaurée. Mais la réalité était plus précaire. Les provinces reconquises étaient tenues de manière précaire. Les garnisons étaient dispersées, souvent isolées, dépendantes de ravitaillements maritimes pouvant être interrompus. La population locale en Italie et en Afrique du Nord, initialement pleine d'espoir d'être libérée, voyait désormais les Romains de Constantinople comme de simples conquérants étrangers, peut-être pires que les Germains, car percevant les impôts plus efficacement. Les frontières orientales étaient constamment menacées. Le traité avec la Perse, acheté alors, n'était qu'une trêve temporaire. Les slaves pressaient du nord des tribus entières migrant vers les territoires impériaux. Il n'y avait pas assez d'armées pour garder toutes les frontières. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer plus de soldats. Justinien avait tout misé sur la reconquête occidentale et remporté une victoire coûteuse qui étirait les ressources au-delà du point de rupture. Économiquement, l'Empire était en pire état qu'à son avènement. La peste avait tué peut-être un quart de la population. Cela signifiait moins de travailleurs, moins de production agricole, moins de recettes fiscales. Mais les dépenses avaient augmenté dramatiquement. Les guerres incessantes, les constructions monumentales, l'administration élargie, tout coûtait des fortunes. Justinien comblait les déficits en augmentant les impôts, mais il y avait une limite à ce qu'il pouvait extraire d'une population appauvrie. Certains historiens soutiennent que les politiques de Justinien, bien que visant à restaurer Rome, accélérèrent en réalité le déclin à long terme de l'Empire romain d'Orient. Mais il serait injuste de juger Justinien uniquement par ce qui arriva après sa mort. Ses contemporains le voyaient différemment. Pour beaucoup, surtout en Orient, il était un grand empereur, digne successeur de Constantin, un homme qui avait élargi l'Empire alors que tous s'attendaient seulement à un déclin. Sainte Sophie demeurait comme témoignage physique de sa grandeur. Le corpus juris civilis était consulté quotidiennement dans les tribunaux de tout l'Empire. Les chrétiens orthodoxes célébraient sa défense de la foi. C'était un empereur complexe, à la fois visionnaire et imprudent, pieux et cruel, brillant et aveugle aux conséquences de ses ambitions. En novembre 565 après Jésus-Christ, Justinien tomba malade pour la dernière fois. Ce n'était pas la peste cette fois, seulement la vieillesse. Il avait 83 ans, un âge extraordinaire pour l'époque. Il avait régné 38 ans, l'un des règnes les plus longs de l'histoire romaine. Alors qu'il gisait mourant, on raconte qu'il réfléchit à ses réalisations. Avait-il restauré l'Empire? Avait-il servi Dieu fidèlement? Avait-il justifié le trône qu'il avait assumé des décennies plus tôt? Les réponses étaient ambiguës, mais Justinien, jusqu'à la fin, crut apparemment avoir accompli sa destinée divine. Il mourut le 14 novembre 565 après Jésus-Christ. Il fut enterré dans l'église des Saints Apôtres aux côtés de Théodora, réuni enfin avec la femme qui avait été sa partenaire en tout. Son successeur fut Justin II, neveu que Justinien avait adopté et préparé. Mais Justin n'avait pas la vision de grandeur de son prédécesseur. Confronté à la réalité d'un empire surétendu et d'un trésor vide, il commença immédiatement à faire les choix difficiles que Justinien avait toujours évités. Les frontières furent consolidées. Certaines positions avancées abandonnées, les dépenses drastiquement réduites.
C'était une reconnaissance implicite que le rêve de Justinien était insoutenable. En quelques décennies, beaucoup des conquêtes de Justinien seraient perdues. Les Lombards envahirent l'Italie en 568 après Jésus-Christ, seulement 3 ans après la mort de Justinien. Ils conquirent une grande partie du nord. Rome resta nominalement byzantine, mais isolée, appauvrie, ombre de sa gloire passée. L'Hispanie fut progressivement reprise par les Wisigoths. L'Afrique du Nord resta byzantine plus longtemps, mais fut conquise par les Arabes au 7e siècle après Jésus-Christ. L'empire que Justinien laissa était impressionnant sur le plan géographique, mais structurellement faible. Il survivrait, certes. L'empire byzantin dura près de 1000 ans de plus jusqu'à la conquête ottomane de Constantinople en 1453 après Jésus-Christ. Mais il ne contrôlerait plus jamais la Méditerranée occidentale. Il ne tenterait plus jamais d'être la Rome universelle. Il devint un empire grec médiéval, puissant mais régional, non plus l'héritier universel de Rome. Alors quel est le legs de Justinien? Militairement, ses conquêtes furent éphémères. Il reconquit des territoires qui seraient perdus en quelques générations. Il dépensa des trésors et des vies dans des campagnes ne produisant pas de bénéfices durables. Vu sous cet angle, son règne semble un échec grandiose, mais ce jugement est trop étroit. Justinien préserva et transmit l'héritage romain alors qu'il aurait pu être complètement perdu. Le corpus juris civilis sauva le droit romain pour la postérité. Lorsque l'Europe occidentale sombra dans les âges sombres après la chute de Rome, ce fut Constantinople qui préserva les textes classiques, y compris la compilation juridique de Justinien. Lorsque ces textes furent réintroduits en Occident des siècles plus tard, ils déclenchèrent une renaissance du droit qui modela la civilisation européenne. Sainte-Sophie subsiste encore, aujourd'hui, 1500 ans après sa construction, comme l'un des édifices les plus magnifiques jamais créés. Elle influença l'architecture d'innombrables mosquées, églises et bâtiments monumentaux. C'est un témoignage physique que l'Empire romain, même dans son prétendu déclin, était encore capable de réalisations défiant l'imagination. Plus abstraitement, Justinien maintint vivante l'idée de Rome. Après 476 après Jésus-Christ, lorsque le dernier empereur occidental fut déposé, il aurait pu sembler que Rome avait pris fin. Des royaumes barbares contrôlaient l'Occident. Cela aurait pu facilement être accepté comme la nouvelle normalité, la fin de l'histoire romaine. Mais Justinien refusa ce récit. Il insista sur le fait que Rome était éternelle, que l'Empire était restaurable, que la civilisation romaine n'était pas morte mais seulement endormie. Ces campagnes, même si elles échouèrent finalement à conserver le territoire, prouvèrent que la résurrection était possible. Elles gardèrent vivant le rêve d'une unité méditerranéenne. Ce rêve influença des penseurs pendant des siècles. Charlemagne, couronné empereur romain en 800 après Jésus-Christ, se voyait comme l'héritier de Justinien. Le Saint-Empire romain germanique, qui dura jusqu'en 1806 après Jésus-Christ, reposait sur l'idée que l'Empire romain était transférable, éternel. Même après la chute de Constantinople aux mains des Ottomans, les tsars russes revendiquèrent être la troisième Rome, successeur de Justinien. Napoléon et Hitler, dans leur moment de mégalomanie, rêvèrent de recréer un empire contrôlant l'Europe comme Rome l'avait fait. Le rêve de Justinien, bien qu'irréaliste, était puissant. Théodora ne vécut pas pour en voir la fin. Elle mourut alors que l'Empire semblait encore ascendant, que les conquêtes étaient encore impressionnantes, que la peste reculait. Peut-être fût-ce une miséricorde. Elle n'assista pas au lent déclin, à la reconnaissance progressive que le prix était trop élevé, que les coûts humains étaient trop immenses. Mais son legs est peut-être plus clair que celui de Justinien. Elle prouva que le pouvoir ne dépend pas de la naissance. Une femme née dans les profondeurs de la société, vendue et exploitée, s'éleva au trône le plus élevé du monde et régna comme l'égale de l'empereur. Elle défendit les vulnérables parce qu'elle connaissait intimement la vulnérabilité. Elle sauva l'Empire à son moment le plus dangereux parce qu'elle avait le courage forgé dans la survie. Justinien fut le dernier empereur à tenter sérieusement de restaurer Rome dans toute son étendue.
Ses successeurs eurent des ambitions plus modestes, se concentrant sur la survie plutôt que sur l'expansion. En ce sens, il marque la fin d'une ère. Il fut le dernier empereur de Rome, non pas parce que l'Empire prit fin avec lui, mais parce qu'il fut le dernier à croire sincèrement que la Rome des Césars pouvait être ressuscitée. Après lui, l'Empire byzantin accepta une nouvelle identité, grecque et chrétienne, toujours puissante mais ne prétendant plus être l'héritier universel d'Auguste. Lorsque Justinien ferma les yeux pour la dernière fois en novembre 565 après Jésus-Christ, il croyait avoir accompli sa mission divine. Il avait élargi l'Empire, bâti des monuments durables, codifié les lois, défendu la foi chrétienne, réprimé les hérésies. Telle était son auto-évaluation. Les historiens débattent s'il fut un succès ou un échec, un visionnaire ou un mégalomane, un sauveur ou un destructeur. La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre les deux. Il fut tout cela. Il fut le dernier vrai empereur romain et le premier empereur byzantin. Il fut le bâtisseur de Sainte-Sophie et le responsable de la mort de 30 000 personnes dans l'hippodrome. Il fut le préservateur du droit romain et le persécuteur des dissidents. Il fut le mari dévoué d'une ancienne prostituée et un autocrate paranoïaque, se méfiant même de ses généraux les plus loyaux. Il fut un homme de contradictions gigantesques, approprié à une ère de transition gigantesque, un moment où le monde antique mourait et où le monde médiéval naissait. Justinien ne put empêcher cette transition, mais pendant un bref instant, il fit croire qu'il le pouvait. Il fit croire au monde que Rome était encore possible. Et peut-être cela, plus que toutes ses conquêtes concrètes, est son véritable legs. Le dernier empereur qui osa rêver que Rome pouvait être éternelle. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired